Avant que tu ne t'endormes ce soir, la société aura déjà décidé qui tu pourras être demain. Ce n'est pas une exagération, mais un diagnostic froid. Tu as cliqué sur cette vidéo parce que tu sens que quelque chose ne va pas du tout. Tu sens ces chaînes invisibles qui t'apprivoisent. Que se passe-t-il réellement lorsque tu quittes le troupeau? Carl Jung, l'un des plus grands penseurs du XXe siècle, nous a laissé une carte. Une carte non seulement pour la sortie, mais aussi pour ce qui suit. C'est un voyage au cours duquel la masse de la société tentera de dévorer ton âme. Reste à l'écoute, car je vais te révéler le code secret que Jung nous a donné pour non seulement survivre à cette lutte, mais aussi pour devenir véritablement qui nous sommes. Ensemble, nous allons briser ces chaînes. Oublie tout ce que tu as entendu sur les discours de motivation bon marché. Carl Jung n'était pas un conférencier de la motivation. C'était un médecin de l'âme, et son diagnostic pour notre monde moderne était brutalement honnête. Une inconscience collective. Il a vu comment la plupart des gens passent leur vie dans une sorte de demi-sommeil, dirigés par des forces invisibles qu'ils ne comprennent pas. Ils se croient libres de leurs choix, de leurs opinions, de leurs goûts. Mais en réalité, selon Jung, ils ne sont que les marionnettes d'un script plus vaste et inconscient. Ils suivent les chemins que d'autres ont empruntés avant eux, sans jamais se demander où ce chemin les mène réellement ou si c'est le leur. C'est un état d'adaptation permanente, un sacrifice silencieux et constant de leur propre âme sur l'autel de l'appartenance. La pression du groupe, que nous connaissons tous, est bien plus qu'un simple phénomène psychologique. Elle agit comme un calmant, une drogue qui nous apaise. Les scientifiques ont découvert que l'approbation et l'appartenance sociale stimulent la sécrétion d'ocytocine dans notre cerveau. Cette hormone, également connue sous le nom de hormone des câlins, crée des liens forts. C'est agréable d'appartenir à un groupe. On se sent en sécurité. C'est une laisse chimique qui nous attache au groupe et nous fait croire que cette chaleur du troupeau est la vraie paix. Mais cette chaleur a un prix. Jung l'a décrit avec la métaphore du troupeau de moutons. Le troupeau offre une protection contre le loup. Il offre de la chaleur pendant les nuits froides. Il offre une orientation simple. Il suffit de suivre le mouton devant soi. Mais pour cette sécurité illusoire, nous payons un loyer élevé, un loyer d'âme. Nous renonçons à notre singularité, à nos arêtes, à nos contradictions, à notre potentiel. Nous nous laissons tondre, marquer et conduire vers le pâturage qui nous est destiné. Et le pire dans tout cela, la plupart d'entre nous ne le remarquent même pas. Ils prennent la barrière pour l'horizon. Mais toi, tu le sens. Sinon, tu ne serais pas là. Ce voyage, cette échappée hors du troupeau, n'est pas une promenade du dimanche. C'est une épreuve. Plus précisément, 3 épreuves t'attendent. Et chacune est plus stimulante et plus dangereuse que la précédente. Ils sont les gardiens des portes de la vraie liberté. Et nous allons maintenant les affronter ensemble. La première grande épreuve sur le chemin de la sortie du troupeau est à la fois subtile et omniprésente. C'est le pouvoir de la projection. T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines caractéristiques chez d'autres personnes t'énervent de manière aussi incroyable? Le voisin bruyant, le collègue apparemment arrogant, la connaissance vantarde. Carl Jung avait une explication à la fois simple et profonde. Il disait « Ce qui t'énerve chez le voisin, c'est souvent ta propre ombre mal taillée. » Ce qu'il entendait par là, c'est le concept de projection. Nous avons tous en nous un côté que nous n'aimons pas, un ensemble de caractéristiques, de désirs et d'impulsions qui ne correspondent pas à l'image que nous avons de nous-mêmes ou que la société attend de nous. C'est cette partie que Jung a appelée l'ombre. Comme nous ne voulons pas voir cette ombre en nous-mêmes, parce que la confrontation avec elle serait douloureuse,
nous faisons quelque chose de génial et de fatal à la fois. Nous l'externalisons. Nous projetons ces parties mal aimées de nous-mêmes sur d'autres personnes. Le troupeau, la société, est passé maître en la matière. Elle organise sans cesse des fêtes de l'ombre collective. Il suffit de penser aux vagues d'indignation dans les médias sociaux. Une personne fait une erreur, dit quelque chose de mal, et aussitôt, la meute se jette sur elle. Des milliers de commentaires, pleins de haine, de mépris. Ce qui se passe ici, c'est un déversement massif de sa propre ombre. Les personnes qui y crient le plus fort sont souvent celles qui portent inconsciemment en elles une faiblesse ou un désir refoulé similaire. En le combattant à l'extérieur, ils ne doivent pas le ressentir à l'intérieur. C'est une forme d'auto-nettoyage bon marché, mais qui ne nettoie rien et ne fait que jeter la saleté sur les autres. Que se passe-t-il si tu décides de ne plus participer à ce cirque, si tu commences à te détacher et à suivre ta propre voie? C'est à ce moment précis que quelque chose de dangereux se produit. Tu cesses de faire partie de la foule qui se projette et tu deviens toi-même une surface de projection. Le troupeau ne supporte pas la présence de quelqu'un d'autre. Ta décision de ne plus les suivre est perçue comme une attaque contre leur mode de vie. Ta liberté leur reflète leur propre manque de liberté. Et pour ne pas avoir à regarder ce miroir douloureux, ils vont projeter leur ombre sur toi. Soudain, tu seras l'excentrique arrogant, le rebelle égoïste, le rêveur déconnecté de la réalité. Ils te colleront tout ce qu'ils ne peuvent pas supporter en eux-mêmes. Tu recevras la pleine charge de leur conflit intérieur comme une livraison gratuite de haine à domicile. C'est la première grande épreuve, résister à l'assaut des projections sans se joindre à la haine ou s'effondrer sous le poids des fausses accusations. C'est la tentative du troupeau de te récupérer en te jetant la boue qu'il ne veut pas voir lui-même. Et c'est là que commence ton véritable travail. Avant d'aller plus loin, je t'invite à faire un premier pas, petit mais puissant. Prends un moment, peut-être en mettant la vidéo en pause, et note une caractéristique qui te met régulièrement en colère chez les autres. Une seule d'entre elles. Sois honnête avec toi-même. Ce petit mot, cette seule note, pourrait être la première fissure dans la clôture qui te retient prisonnier. C'est le premier pas pour reprendre ta propre ombre. Si la projection est le premier rempart du troupeau, la conformité est la drogue douce qui maintient chacun à l'intérieur de la grille. La conformité a le même goût que la nourriture industrielle. Elle promet une satiété rapide. Elle est bon marché, mais son véritable prix n'apparaît que plus tard, dans un profond mal de ventre qui ronge l'âme. Nous, les êtres humains, sommes des êtres sociaux, et le désir de plaire et d'être accepté est profondément ancré en nous. Les neurosciences nous le montrent aujourd'hui de manière très claire. Lorsque nous recevons la confirmation du groupe, lorsque nos opinions et nos comportements sont en accord avec ceux de la majorité, le centre de récompense de notre cerveau s'enflamme. Il libère de la dopamine, cette hormone du bonheur qui nous donne un sentiment de satisfaction et de bien-être. En d'autres termes, notre cerveau nous récompense chimiquement pour nous être adaptés. La société a perfectionné ce programme neurologique. De l'école au travail, en passant par les médias, nous sommes constamment encouragés à nous intégrer. Ceux qui sortent du rang sont au mieux ridiculisés, au pire punis. La célèbre expérience Dash, réalisée dans les années 1950, a démontré de manière impressionnante ce pouvoir inquiétant du groupe. Des sujets devaient comparer la longueur de ligne, une tâche d'une simplicité enfantine. Mais le hic, c'est que toutes les personnes présentes dans la pièce, à l'exception du sujet réel, étaient des acteurs qui donnaient délibérément une mauvaise réponse. Que s'est-il passé? Une proportion effrayante de véritables sujets d'expérience
s'est rallié à l'opinion manifestement erronée du groupe. Ils n'avaient de plus confiance en leur propre jugement et trahissaient leur propre perception, uniquement pour ne pas passer pour des marginaux. Cet embarras des années 50 est devenu aujourd'hui, à l'ère des médias sociaux, notre quotidien en haute définition. La pression d'avoir la bonne opinion, d'avoir le bon style de vie, d'acheter les bons produits est omniprésente. La masse donne le rythme et le cerveau nous récompense pour avoir suivi la marche. C'est pourtant là que réside le grand paradoxe que Carl Jung considérait comme le cœur du problème. Le processus d'individuation, c'est-à-dire le chemin vers le devenir complet et l'épanouissement du vrai soi, exige exactement le contraire. Il exige le courage de faire davantage confiance à sa propre voix intérieure qu'aux cris bruyants de la foule. Il exige la volonté de renoncer aux poussées de dopamine bon marché de l'affirmation du groupe. Paradoxalement, la tentative de plaire à tout le monde finit par effacer précisément ce qui nous rend uniques et attachants, notre individualité. Nous devenons une copie d'une copie, un écho dans la grande chambre d'écho de la société. Nous perdons le contact avec notre boussole intérieure, avec ce qui est vraiment important pour nous, ce qui nous définit vraiment. Le prix de cette adaptation permanente est la perte de notre propre âme. Et lorsque tu commences à t'opposer à ce mécanisme, lorsque tu commences à dire non à la conformité, c'est là que commence la partie douloureuse. C'est comme le sevrage d'une drogue. Ton cerveau va se rebeller. Il réclamera sa dose habituelle de confirmation. La société va faire monter la pression. Et c'est justement la deuxième grande épreuve sur ton chemin. C'est maintenant qu'intervient le sevrage. Et il fait mal. C'est ici, à ce stade, que la plupart des gens échouent. C'est là que 80% des aspirants rebelles sautent et se réfugient dans la chaleur trompeuse du troupeau. Es-tu l'un d'entre eux? Ou es-tu prêt à traverser la vallée la plus profonde et la plus sombre de ton voyage? Bienvenue dans la vallée de la solitude. Si tu te débarrasses de la drogue du conformisme et que tu résistes aux projections de la masse, la conséquence inévitable est l'isolement. Ce n'est pas un isolement punitif, mais un bassin de maturation nécessaire. Carl Jung le savait. Il se retirait régulièrement dans sa tour à Bollingen, une maison qu'il avait construite de ses propres mains, sans électricité ni eau courante. Il l'appelait son lieu de maturation. Ici, dans le silence et l'isolement, il pouvait faire abstraction des voix de la société et écouter la voix de sa propre âme. Cette phase de solitude est toutefois loin d'être romantique. Elle est brutale. Les symptômes de sevrage s'installent avec force. C'est une sorte de gueule de bois sociale, un sentiment d'être nu et sans protection. Le doute te ronge. Était-ce la bonne décision? Peut-être que les autres ont raison. À cela s'ajoute un vertige identitaire lancinant. Si tu ne tires plus ton identité de ton appartenance à un groupe, que ce soit ta profession, ta classe sociale, ton cercle d'amis, qui es-tu? Le silence qui t'entoure se transforme en un bruit assourdissant de tes propres peurs et insécurités. Tu ressens une appartenance fantôme, un peu comme un amputé qui sent encore son membre perdu. Tu vois des gens rire en groupe et tu ressens un pincement au cœur. Tu fais défiler les médias sociaux et tu vois la communauté mise en scène des autres et la solitude te fait l'effet d'une douleur physique. Dans cet état de vulnérabilité extrême, le plus grand piège te guette. La recherche d'une solution rapide. La douleur de la solitude est si grande que beaucoup tentent de l'anesthésier en se jetant tête baissée dans la communauté la plus proche. Il peut s'agir d'un groupe politique dissident, d'une secte ésotérique ou tout simplement d'une chambre d'écho sur Internet, un forum où tout le monde partage la même opinion extrême. Vous remplacez simplement un troupeau par un autre. Mais ce n'est pas un progrès.
C'est un redémarrage du jeu au même niveau. Tu renonces immédiatement à ta liberté douloureuse, nouvellement acquise, pour ressentir l'ancienne chaleur réconfortante de l'appartenance. Il faut une force immense pour résister à cette pulsion. Cela demande du courage de persévérer dans la vallée de la solitude, de ressentir la douleur et de ne pas l'anesthésier. Car ce n'est qu'en traversant cette vallée, sans chercher de raccourci, que l'on finit par tomber sur quelque chose, ou plutôt sur quelqu'un. Après le fond de la vallée, lorsque la douleur est la plus forte, un portier t'attend. Il garde l'accès à ton noyau le plus intime. C'est le gardien intérieur. Tu as traversé la vallée de la solitude. Les voix du troupeau se sont faites plus discrètes. Mais au moment où tu penses avoir surmonté le pire, l'adversaire le plus puissant entre en scène, le gardien intérieur. Ce gardien n'est pas un ennemi extérieur, il fait partie de toi. Il est la voix intériorisée du troupeau que tu as absorbé pendant des décennies. Et lorsque tu l'entends, sa voix ressemble de manière suspecte à celle de ta mère, de ton père, de ton professeur le plus sévère ou de ce chef qui t'a toujours fait peur. C'est la voix de la convention, de la raison, de la peur qui te parle désormais depuis ton propre intérieur. Ce gardien intérieur lance 3 attaques psychiques ciblées pour te forcer à faire marche arrière. Ce sont les dernières tentatives désespérées de l'ancien système pour reprendre le contrôle sur toi. La première attaque est la culpabilité. La voix dans ta tête te soufflera « Tu déçois tous ceux qui t'aiment. Regarde ce que tu fais subir à ta famille. Ils sont inquiets. Tu es égoïste. Tu démolis tout ce que les autres ont construit pour toi. » Cette arme est extrêmement efficace parce qu'elle fait appel à nos loyautés et à nos liens les plus profonds. Elle veut nous donner le sentiment d'être des traîtres simplement parce que nous voulons suivre notre propre voie. C'est une tentative de chantage émotionnel visant à nous forcer à revenir dans le rôle du bon fils, de la gentille fille, du collaborateur adapté. Si l'attaque de la culpabilité ne prend pas, le gardien lance la deuxième attaque. La peur. La voix se fait plus forte, plus pressante. Mais qu'est-ce que tu t'imagines? Tu n'y arriveras jamais seul. Tout seul, tu vas sombrer. Tu échoueras, tu t'appauvriras, tu mourras seul et abandonné. Fais demi-tour tant que tu le peux encore. Le monde extérieur est dangereux et tu n'es pas assez fort. Cette attaque vise directement notre besoin existentiel de sécurité. Il peint l'avenir dans les couleurs les plus sombres et présente le troupeau comme le seul havre de paix dans un océan de chaos. Il s'agit d'un pur alarmisme destiné à nous paralyser et à nous faire perdre toute foi en nos propres capacités. Et lorsque même la peur ne parvient pas à te faire changer d'avis, le gardien recourt à sa dernière arme, peut-être la plus méchante, le ridicule. La voix prend un ton moqueur et condescendant. « Oh, regardez-moi ça, le grand philosophe, l'illuminé qui croit avoir la sagesse pour lui. Ne vois-tu pas à quel point tu es ridicule? Les autres se moquent de toi dans ton dos. Tu n'es qu'un pitre embarrassant avec tes idées ambitieuses. » Cette attaque vise à pulvériser ton estime de soi. Il veut te donner l'impression d'être un imbécile naïf. Car l'homme adapté ne craint rien de plus que d'être ridiculisé. C'est une tentative de tuer dans l'œuf ton rêve, ta vision, ta quête de vérité en les tournant en dérision. Culpabilité, peur et ridiculisation. Ce sont les 3 attaques psychiques du gardien intérieur. Elles sont les échos du troupeau dans ta propre tête. Les reconnaître est la première étape pour les réduire à l'impuissance. Mais pour leur ôter réellement leur pouvoir, tu as besoin des bons antidotes. Et ces antidotes sont la clé de la véritable individuation. Mais avant de te dévoiler ces 3 outils puissants que Jung met à notre disposition, nous devons encore une fois prendre brièvement conscience de ce à quoi tu dois renoncer pour pouvoir les utiliser.
Tu dois renoncer aux louanges de la masse. Tu dois renoncer à la sécurité confortable de la conformité. Et tu dois renoncer à l'illusion que quelqu'un d'autre est responsable de ton bonheur. Es-tu prêt à faire cela? As-tu besoin d'un mode d'emploi de la liberté? Carl Jung en avait, mais il n'aimait pas les modes d'emploi. Il ne croyait pas au programme simple en 5 étapes. Il savait que le chemin vers l'individuation est un processus profondément personnel et organique. Néanmoins, on peut déduire de son immense travail 3 antidotes décisifs, 3 pratiques qui neutralisent les attaques du gardien intérieur et te donnent la force de poursuivre ton chemin. Le premier antidote, le plus important, est le travail de l'ombre. C'est la réponse directe aux projections du troupeau et à la ridiculisation par le gardien intérieur. Le travail de l'ombre signifie une confrontation radicale et impitoyable avec soi-même. Cela signifie rechercher activement les parties de toi que tu as refoulées et projetées sur les autres. Te souviens-tu du papier sur lequel tu devais écrire tout à l'heure la qualité qui t'énerve tant chez les autres? Sors-le de nouveau. C'est le début de ton travail sur l'ombre. Pose-toi la question. Où dans ma vie, peut-être sous une toute petite forme subtile, est-ce que je vis moi-même exactement cette qualité? Où cette part sommeille-t-elle en moi? Cette question demande du courage et une honnêteté brutale envers toi-même. Si, par exemple, tu ne supportes pas l'arrogance chez les autres, demande-toi où tu agis toi-même de manière arrogante ou condescendante, peut-être en raison d'une insécurité. En regardant consciemment ces parties, en leur donnant de l'espace et en les acceptant comme faisant partie de toi, tu retires le pouvoir aux projections des autres. Leur bavardage ne t'atteigne plus, car tu sais déjà, oui, cette part fait aussi partie de moi. J'y travaille. Tu deviens inattaquable, car tu ne te mens plus à toi-même. Le deuxième antidote est l'action créative. Elle est l'arme la plus puissante contre le sentiment de culpabilité et de peur. Jung était convaincu que chaque être humain possède une veine créative qui ne demande qu'à être vécue. Il n'entendait pas par là uniquement la peinture de tableaux ou l'écriture de poèmes. L'action créative peut être tout. Créer une entreprise, réaménager son jardin, apprendre à jouer d'un instrument, comprendre un fait compliqué, réaliser un projet artisanal. C'est l'expression active de ton être intérieur dans le monde matériel. Pourquoi est-ce si puissant? Parce qu'un acte créatif te fait sortir de ton rôle passif de victime. Alors que le gardien intérieur te murmure que tu ne vaux rien et que tu échoueras, tu crées quelque chose de visible, de tangible. Par tes actions, tu te prouves à toi-même que tu es un créateur, pas une victime. Un petit projet autodéterminé dans lequel tu mets tout ton cœur est psychologiquement plus efficace que 10 livres de développement personnel, car il te donne un sentiment d'efficacité personnelle et de fierté. C'est ta preuve à toi-même que tu es capable de créer ton propre chemin. Le troisième antidote, je l'appelle la rencontre consciente. Elle est le remède à la solitude paralysante, sans tomber dans le piège d'un nouveau troupeau. Jung a parlé de l'importance des relations authentiques et profondes. Il ne s'agit pas de trouver un nouveau grand cercle d'amis qui te taperont sur l'épaule. Il s'agit de trouver quelques personnes avec lesquelles une rencontre consciente et authentique est possible. Des personnes qui sont également sur leur chemin, qui comprennent tes luttes, qui ne te jugent pas pour ton parcours, mais qui te voient et t'apprécient dans ton unicité. Forme une mini-tribu de personnes partageant les mêmes idées plutôt que de chercher un nouveau troupeau. La différence? Un troupeau exige l'adaptation et la conformité. Une tribu d'individus célèbre la différence et se soutient mutuellement dans leur processus d'individuation respectif. Une seule relation de ce type peut contrebalancer la solitude de 1000 contacts superficiels.
Et c'est là que quelque chose de magique se produit. Dès que tu commences à pratiquer ces 3 antidotes, travail de l'ombre, acte créatif et rencontre consciente, dans ta vie, dès que tu tiens le cap, l'univers t'envoie de petites confirmations, de petites coïncidences qui ressemblent à des clins d'œil. Jung avait un mot très particulier pour cela, synchronicité. Tout à coup, des choses étranges se produisent. Tu penses à un vieil ami et l'instant d'après, il t'appelle. Tu te débats avec une question précise et la réponse te saute aux yeux depuis un livre ouvert au hasard. Les signaux et les événements semblent se rencontrer d'une manière qui ne peut être fortuite. Et tu te demandes, est-ce que je deviens fou ou suis-je sur le chemin de l'illumination? Bienvenue dans le monde de la synchronicité. Carl Jung a défini ce phénomène comme un parallélisme acausal. Cela semble compliqué, mais signifie quelque chose de très simple. 2 ou plusieurs événements se produisent apparemment en même temps, l'un n'étant pas la cause de l'autre. Ce serait la causalité. Mais ils sont liés d'une manière profonde par leur signification pour l'observateur. Ce n'est pas le fait de penser à ton ami qui a provoqué l'appel. C'est plutôt que ton état intérieur et l'événement extérieur coïncident dans un schéma significatif. Jung lui-même a vécu une fameuse synchronicité qui l'a conforté dans sa théorie. Il traitait une patiente qui était très rationnelle et cérébrale et qui avait bloqué tout accès à ses sentiments. Une nuit, elle a fait le rêve d'un scarabée doré, un scarabée sacré de l'Égypte ancienne. Le lendemain, alors qu'elle racontait ce rêve à Jung, il entendit frapper à la fenêtre. Il l'ouvrit et attrapa un insecte qui volait à l'intérieur. Un scarabée rose au reflet vert doré, l'analogie européenne du scarabée. C'est à ce moment-là que la réalité a percé la forteresse rationnelle de la patiente. Le hasard était si incroyable qu'il a déclenché une réaction émotionnelle profonde et a ouvert la voie à sa guérison. De tels événements se produisent également dans notre quotidien, lorsque nous commençons à prêter attention à notre véritable voix. Mais la prudence est de mise. Toutes les rencontres fortuites ne sont pas des synchronicités significatives. Notre esprit a tendance à voir des schémas là où il n'y en a pas, surtout lorsque nous souhaitons fortement quelque chose. C'est pourquoi il est important d'avoir un filtre. Je te donne 3 critères pour distinguer la vraie synchronicité du simple souhait. Le premier est l'improbabilité. L'événement doit être si improbable qu'il est difficile de l'expliquer par une pure coïncidence. Deuxièmement, la signification personnelle. L'événement doit avoir une signification profonde, immédiate et souvent émotionnelle pour ta question existentielle actuelle ou ton état intérieur. Il donne l'impression d'être une réponse directe. Troisièmement, le pouvoir de transformation. La véritable synchronicité laisse une impression durable. Elle change ta perspective, te conforte dans ta voie ou te donne une impulsion décisive pour la prochaine étape. Si ces 3 critères sont remplis, tu peux considérer que tu as vécu un véritable événement synchronistique. Et quelle est l'affirmation d'utilité finale, le message derrière ces étranges coïncidences? La synchronicité est la boucle de rétroaction en direct de la vie. C'est la façon dont l'univers te fait un clin d'œil et te dit « Tu es sur la bonne voie. Continue à avancer. Ne fais pas demi-tour vers le troupeau. » C'est la confirmation subtile mais puissante que tu n'es pas seul, même si tu as parfois l'impression de l'être. Nous sommes arrivés au bout de ce voyage, mais pas au bout de ton chemin. Car le troupeau attend toujours. Elle t'attend avec des bras ouverts qui peuvent rapidement se refermer sur toi comme des crocs. Elle t'attirera encore et encore, avec la chaleur de la communauté, le confort de l'adaptation et la promesse de te soulager du lourd fardeau de la responsabilité individuelle.
La décision t'appartient chaque jour à nouveau. Rappelons brièvement les armes avec lesquelles elle t'attaquera, toi et ton système intérieur. L'attaque de la culpabilité, qui veut faire de toi un traître. L'attaque de la peur, qui veut te paralyser avec des scénarios d'horreur. Et l'attaque de la ridiculisation, qui veut détruire ton estime de soi. Mais tu n'es plus sans défense. Tu connais maintenant les 3 puissants antidotes que Carl Jung nous a laissés. Le travail intrépide de l'ombre, qui te rend invulnérable aux projections. L'action créative puissante, qui te donne de l'efficacité personnelle et du sens. Et la rencontre consciente avec des personnes partageant les mêmes idées, qui guérit la solitude la plus profonde. C'est ton choix, la couverture thermique du conformisme qui t'étouffe lentement, ou l'air froid mais infiniment frais de la responsabilité individuelle, le bruit de la multitude qui t'assourdit ou le silence dans lequel tu peux entendre ta propre âme. La question n'est pas de savoir si tu dois te battre. La question est de savoir comment tu te bats. J'aimerais t'inviter à faire un premier pas conscient. Écris maintenant dans les commentaires, quelle chaîne brises-tu en premier? Est-ce la chaîne de la culpabilité, de la peur, du ridicule ou une toute autre chaîne? Cet acte d'affirmation publique de ta décision peut avoir une force énorme. Et si tu as un ami dont tu sais elle a vraiment besoin de ce message en ce moment, partage cette vidéo. Parfois, un petit coup de pouce extérieur est tout ce qu'il faut pour trouver le courage de faire le premier pas. J'espère que tu as appris quelque chose que tu garderas longtemps avec toi. Je sais que tout cela est peut-être un peu écrasant. C'est ce que j'ai ressenti au début et j'avais plus de questions que de réponses en tête. Cependant, je pense que cette vidéo que tu vois ici pourrait t'aider dans ta situation actuelle. Elle aborde le thème « Pourquoi l'adaptation rend malade ?» et boucle la boucle avec ce dont nous avons parlé aujourd'hui. Je sais que tu cherches d'autres réponses. Tu les trouveras dans cette vidéo, alors clique dessus maintenant et regarde-la.